Bonjour à tous. Le 28 mars prochain, l'Opinion organise une matinée de conférence dédiée aux défis du secteur de la santé à horizon 2030. Un des enjeux majeurs auxquels sont confrontés les acteurs du secteur, c'est celui du déficit d'attractivité. Selon une enquête des besoins en main-d'œuvre, les fameuses enquêtes BMO de Pôle emploi, en 2023, 72% des projets de recrutement dans ce secteur sont jugés difficiles. Donc c'est assez écrasant. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurence Breton-Cueny. Vous êtes vice-présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH et DRH du groupe AFNOR. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on peut faire tout d'abord un état des lieux du secteur de la santé? Comment se portent nos soignants? Alors, je n'aurais pas la prétention de faire un état des lieux. Moi, je vais faire un focus plutôt sur les étudiants en médecine. C'est une chose qui m'avait vraiment marquée il y a quelques années. On avait une étude intéressante de 2017, parce que la première étude, elle datait de 2014. Et juste pour reprendre quelques points, 62% d'entre eux avaient des symptômes anxieux, 28% des symptômes dépressifs, 23% des idées suicidaires. Et j'ai regardé les chiffres et l'évolution après, effectivement, la période Covid. Les derniers chiffres de 2021 sont assez dramatiques. 75%, donc on a quand même une augmentation de 15 points, ont des troubles anxieux, des troubles dépressifs pour 39% d'entre eux et des pensées suicidaires pour 1 sur 5. Donc je me dis qu'il y a une vraie problématique et quand on connaît un petit peu en tant que DRH, moi je suis DRH de droit privé, métallurgie, quand on voit les règles de droit que nous avons sur le temps de travail, sur la rémunération, je trouve que ces chiffres sont le reflet d'un manque, on va dire, de respect des besoins physiologiques de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire des questions de temps de travail, des questions de rémunération, des questions d'environnement de travail. Parce qu'il y avait une autre étude intéressante, vous savez que nous on travaille beaucoup en tant que DRH et d'ailleurs la santé mentale est un des sujets pour nous de l'année. On travaille aussi sur la question des violences sexuelles et sexistes au travail, sur les alertes. Il y a une étude de 2019 qui était très intéressante, qui parlait de violences hospitalières. 90% des étudiants de médecine avaient été confrontés et 41% sur du harcèlement moral. Donc voilà, cette petite mise en bouche, on va dire, malheureusement sur la santé mentale qui est un vrai sujet. Et après, comment effectivement avoir une attractivité quand de nombreux étudiants, alors déjà il y en a beaucoup au départ et puis les numerus clausus augmentent, mais bon, pour autant il en manque, mais c'est surtout après il y en a qui partent. Et quand ils partent, c'est parfois pour se sauver, parce que c'est très dur. Donc voilà, un petit état des lieux et on pourrait faire la même chose pour d'autres professions médicales. Voilà, c'était juste un petit point focus sur une situation qui ne fait que se dégrader dans le temps. Très, très parlant en effet sur un constat assez alarmant. Vos chiffres sont quand même significatifs. Alors maintenant qu'on a fait ce constat, pour agir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des actions, des outils qu'on peut utiliser, qu'on peut déployer pour agir sur ce chiffre, les améliorer? Alors déjà, rappeler ce qu'est la définition de la santé. L'OMS l'a défini en 1946. La santé, c'est le bien-être mental, physique, santé mentale, santé physique, santé sociale. Donc c'est vrai que les soignants, on leur demande d'être à l'écoute des autres, de les guérir, mais pour autant, est-ce qu'on s'en occupe? Alors comment est-ce qu'on peut faire? La première des choses, c'est vrai que nous, au sein des entreprises, la NDRH, on est représentatifs, on est des membres à titre individuel, mais on couvre 12 millions de salariés. C'est vrai qu'on a des politiques santé, qualité de vie au travail. Alors vous allez me dire, il y a des choses, il faut faire tourner, etc. Bon, si nous, on prend soin de nos salariés, il y aura moins de monde dans les hôpitaux, donc c'est déjà... Mais pour prendre soin, il y a des choses qui sont très simples. Il y a des choses, effectivement, qui concernent, on va dire, les saines habitudes de vie. Et certains hôpitaux, cliniques le font, c'est-à-dire accompagner dans ce qu'on appelle l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation. J'ai souvent été très étonnée, pour connaître beaucoup de monde dans le domaine hospitalier, que quand on arrête à 3h, 4h de l'après-midi, parce qu'on est chirurgien, qu'on ne trouve pas de la nourriture normale à manger et qu'on mange mal, qu'on fasse des gardes à qui mieux et qu'on laisse faire les internes faire des gardes pour, on va dire, survivre, se loger. Donc voilà, il y a déjà tous ces points. Donc en fait, quand on regarde en santé, qualité de vie au travail, on a
ce qu'on appelle les saines habitudes de vie. Ça veut dire aussi respecter le code du travail, à croire qu'on n'a pas tous le même. Bon, je sais, on va me dire qu'il y a des besoins de service, mais c'est un chat qui se mord la queue, donc plus on y va, plus c'est compliqué. Ensuite, on a les pratiques de management. Les pratiques de management, c'est la bienveillance, la reconnaissance. C'est vrai que c'est important. La façon, alors on va dire, et on le voit aussi dans nos entreprises, la question, on va dire, de l'environnement. Ça peut être les collègues, ça peut être aussi le monde autour. Beaucoup aujourd'hui, nous travaillons sur la maîtrise des émotions, la communication non violente. Beaucoup d'hôpitaux ont travaillé à raison sur la question des incivilités. Ensuite, effectivement, on a l'environnement de travail, c'est-à-dire comment accompagner, que ce soit le logement, les transports. C'est vrai qu'avec des horaires atypiques, ou les femmes, les modes de garde, on a tous ces sujets. Et puis après, la conciliation des temps de vie privés, personnels et professionnels. C'est-à-dire que c'est un équilibre de tout. Et c'est pas parfois... Alors bien sûr, il faut une rémunération juste. Si vous voulez valoriser un métier, il faut lui donner une juste rémunération. C'est vrai qu'on regarde parfois dans certaines fonctions publiques, on va dire que le rendu sera plus intéressant à la retraite, mais il y a toute une vie avant. Et donc il faut avoir une reconnaissance et une juste pesée des emplois et de l'apport qu'ils ont dans notre société. Ce qui peut faire encore défaut actuellement, c'est ce qu'on voit avec ces chiffres, effectivement. Alors vous êtes vice-présidente de l'NDRH, on l'a dit, et DRH du groupe AFNOR, donc spécialiste de la norme. Justement, est-ce que sur le plan normatif, il y a des perspectives sur ces questions du mieux-être au travail? On le sait, il y a des choses qui sont mises en place qui peuvent aussi aider un petit peu à cadrer tout cela. Alors, avant de parler de la norme, il y a un outil dont je voulais parler qui s'appelle Premier secours en santé mentale. Ça vient d'Australie. C'est un petit peu comme le secourisme pour le physique. Et là, ça permet effectivement de savoir comment prendre soin des autres. Et puis après, les études ont prouvé aussi, et ça commence à se répandre en France, qu'on peut également, en prenant soin des autres, prendre soin de soi. Maintenant, si je regarde au niveau normatif, il faut savoir que les politiques santé qualité de vie au travail, et c'est un petit peu ce que je fais, parce qu'on n'a pas parlé du taux d'absentéisme, comme DRH, on a ce qu'on appelle ces dashboards, ces tableaux de bord. Nous, on a 3% d'absentéisme. Il faut savoir qu'en France, les plus forts taux d'absentéisme sont dans le domaine de la santé ou dans le BTP, pour des raisons différentes, mais c'est quand même... vous avez une dizaine de taux d'absentéisme, c'est très compliqué de faire tourner. Et donc, au niveau normatif, en fait, il y a des normes, notamment des normes québécoises sont devenues des normes canadiennes, ça s'appelle promotion, prévention de la santé. Et donc, c'est des méthodes de santé globale. En fait, le Québec s'est trouvé, dans les années 2000, un grand défi qui était l'attraction. Un petit peu ce qui existe aujourd'hui. Je regardais l'étude de l'adresse qui montre que 46% des infirmières et infirmiers, en 10 ans, ont quitté la profession. Donc il y a la formation, mais il y a également la rétention. Mes collègues me disent, quand quelqu'un part, c'est pas pour un autre hôpital, une autre clinique, c'est carrément pour changer de voie. Donc ça pose, ça interroge, etc. Donc eux, ils avaient ce problème d'attraction des talents, et donc ils ont créé finalement une norme qui était un travail commun, qui est parti au niveau canadien, et maintenant au niveau international. On a cette question du wellness, de la santé. Alors bien sûr, c'est ce qu'on appelle un guide sur lequel on va travailler et on commence avec le leadership canadien. Et il faut savoir que, moi qui travaille avec le Canada depuis très longtemps, dans les établissements de santé, au Québec notamment, cette norme était implémentée. Ce n'était pas forcément les actions les plus coûteuses, parce qu'il y a déjà eu des retours, c'est-à-dire $1 investi vous en permet d'en récupérer 4, mais c'est surtout les actions que l'on mène et comment est-ce qu'on emporte à la fois, effectivement, pas seulement le DRH que nous sommes, puisque moi je porte cette politique depuis 2010 au sein de mon groupe, mais aussi l'ensemble et les représentants du personnel. C'est quelque chose de collectif. Quand on prend soin de la santé d'une personne, c'est tout le collectif de travail qui en bénéficie, puis la nation, c'est-à-dire par retombée. Et puis quand on s'occupe d'un salarié, on s'occupe aussi de sa famille par ricochet. Voilà, donc on est effectivement des acteurs. Donc il y a beaucoup... ce qu'on appelle des guides normatifs qui ont été faits, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit dans d'autres pays. Et nous allons établir un guide au niveau international. Donc quand je dis nous, c'est les pays, puisqu'il y a plus de 60 pays qui vont être autour de la table, déjà une dizaine d'actifs. C'est un sujet de préoccupation. La pandémie a montré combien, et ce n'est pas avec effectivement les soignants qu'on dira le contraire, combien l'humain était important et au cœur de nos organisations.
prendre soin des autres, voilà, c'est prendre soin de soi, voilà, c'est important. Voilà, donc un beau débat en perspective dans votre conférence. Oui, effectivement, nous continuerons à en parler le 28 mars à la Maison des Travaux Publics. Vous pouvez vous inscrire sur l'onglet événements de l'Opinion si vous souhaitez assister aux échanges. Merci beaucoup pour ce regard. Je vous en prie.